c'est un retour à la guerre conventionnelle pour moi, sur tous les espaces qui ne sont pas directement protégés par la force nucléaire, c'est-à-dire territoire français, territoire russe et tout l'espace qui est entre les deux, qui n'est que sous parapluie nucléaire, disons franco-américain dans le cadre de l'OTAN, mais je pense que dans le cadre du nouvel ordre justement de la guerre, les gens ne sont vraiment prêts à tirer des missiles nucléaires que pour défendre leurs intérêts vitaux immédiats et pas pour défendre notre pays. Il y a l'hypothèse que je privilégie parce que je la crois la plus probable, qui est de l'éclatement d'une guerre à grande échelle, y compris sur le territoire européen, conventionnellement, entre la Russie et l'OTAN, sans guerre nucléaire, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, mais qui durera quelques années, et au terme duquel on arrivera à cet effondrement, puisqu'il y aurait aussi un front qui serait ouvert du côté de la Chine dès qu'elle interviendrait, comme je l'ai dit, une fois qu'elle verrait les premiers succès russes en Europe. Bonjour Philippe Fabry, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes juriste de formation, historien du droit, spécialiste des institutions et des idées politiques. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment Rome du libéralisme au socialisme, Leçons antiques pour notre temps, Histoire du siècle à venir, Atlas des guerres à venir, La structure de l'histoire ou encore Islamo-gauchisme, populisme et nouveau clivage gauche-droite. Vous avez également développé une discipline qui s'appelle l'historionomie, discipline qui vous a permis d'anticiper le conflit qui se déroule actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'historionomie, les piliers sur lesquels repose cette discipline et comment elle vous a permis de prévoir ce qui allait se passer, alors que la plupart des analystes affirmaient que la Russie n'envahirait jamais l'Ukraine il y a encore quelques semaines? Oui, alors l'historionomie, comme son nom doit l'indiquer, c'est l'étude et la recherche des lois de l'histoire, c'est-à-dire comprendre comment l'histoire se fait, la comprendre à travers le passé, et ce qui, si on arrive à dégager les bonnes règles, sans se tromper, en théorisant correctement, on doit pouvoir dégager des outils prédictifs, comme dans n'importe quelle science. Et une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour ce nom, c'est qu'outre le fait qu'il dit ce qu'il veut dire, ça s'approche effectivement d'astronomie, qui est finalement à la fois la plus vieille science humaine, finalement, enfin la plus vieille science de l'humanité, c'est pas une science humaine, mais la plus vieille science, qui a jeté un petit peu les bases de ce qu'on fait partout en science. Et qu'est-ce que je fais en historionomie, c'est-à-dire essentiellement observer sur une masse de données, catégoriser, conceptualiser, ensuite théoriser, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qu'on voit et comprendre quels sont les concepts qui régissent ce qu'on voit, identifier les différents types d'objets, etc. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est que l'astronomie a ceci de commun avec l'histoire, c'est qu'on ne peut pas faire d'expérience. Donc c'est une science dans laquelle l'expérimentation est très contrainte à la pure observation des choses. Alors, je crois savoir que ça se fait aussi dans certains autres domaines, notamment en économie, mais je connais moins, donc je suis moins capable de faire le même parallèle. Mais bon, la démarche scientifique, en tout cas, est la même. Simplement, l'historionomie, c'est sur la base des données historiques, des grandes suites d'événements, avec tout le sous-jacent qu'il peut y avoir en matière socio-économique, etc., et toutes les approches historiques qui existent sur l'histoire quantitative depuis maintenant à peu près un siècle. Et voilà, l'idée, c'est de faire ça pour notamment identifier ce que j'appelle les récurrences historiques, c'est-à-dire des trajectoires qui sont similaires et dont on s'aperçoit en fait qu'elles ont les mêmes causes fondamentales et qu'elles s'inscrivent elles-mêmes dans d'autres récurrences à échelle diverse. L'idée étant, in fine, d'utiliser tout ça pour construire un modèle qui a vocation effectivement à être prédictif, comme le sont les modèles astronomique depuis Ptolémée. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, si vous voulez, de l'historionomie. Et donc, dans ce cadre-là, il y a effectivement certaines trajectoires qui permettent des prévisions à long terme, c'est-à-dire à l'échelle de l'histoire d'une civilisation, puis il y en a d'autres qui permettent d'avoir des prévisions à une échelle beaucoup plus courte. Et alors, du coup, ce modèle que vous avez développé, comment est-ce que vous avez justement réussi à anticiper le conflit entre l'Ukraine et la Russie? Dans quelle trajectoire historique que vous avez identifiée ce conflit s'inscrit-il? Alors, ça s'inscrit dans une trajectoire que j'appelle celle de l'impérialisme revanchard, que j'ai déjà évoqué en long et large en travers dans un grand nombre de mes vidéos, qui en fait est une trajectoire qu'on trouve dans tout un tas de cas.
les plus récents étant la France napoléonienne et l'Allemagne hitlérienne. À chaque fois, je préfère parler de la France de tel personnage que du personnage lui-même, parce que du coup, les gens pensent qu'il s'agit de comparer uniquement les personnages entre eux, alors que les personnalités peuvent être très différentes, mais que l'important, c'est véritablement la trajectoire stratégique et d'un pays dans son ensemble, parce que ça dure sur plusieurs générations, en fait. Celui que j'appelle l'impérialiste revanchard, c'est vraiment l'étape finale. Et donc, l'impérialiste revanchard, il a ceci de particulier, cette trajectoire en tout cas, est un peu la trajectoire finale de la construction des États-nations, puisqu'elle les fait passer du statut d'empire finalement qui ne se connaît pas véritablement de frontières et qui a tendance à s'étendre de plus en plus, à justement une population resserrée sur un certain territoire avec une certaine cohérence et qui cesse toute tentative d'expansion en raison de la défaite finale et totale qu'elle subit face à ses voisins. Alors, il y a aussi des cas dans l'Antiquité, hein, Hannibal de Carthage, Lysandre de Sparte, etc. Mais bon, pour expliquer comment j'en vois une aujourd'hui, je préfère rester sur les cas récents, modernes, et en plus sur le sol européen, ce qui est plus simple, donc l'Allemagne hitlérienne et la France napoléonienne. En fait, donc c'est une trajectoire qui dure entre 70 et 90 ans, où donc on a cet empire qui s'établit dans un premier temps et qui parvient à conquérir un espace important et à se hisser au rang des plus grandes puissances mondiales. Donc c'est la France à la fin du règne de Louis XIV, c'est l'Allemagne au moment de la proclamation de l'Empire allemand qui fait enfin l'unité allemande en 1870. Une quarantaine d'années après ça, 40 ou 50 ans, éclate une guerre dans laquelle elle cherche à contester la première puissance mondiale, soit à contester la première puissance mondiale établie, soit à essayer de conserver sa puissance mondiale face à ce que j'appelle une thalassocratie, c'est-à-dire une puissance maritime, qui est l'Angleterre pour la France napoléonienne. Ça l'est encore pour Hitler. Aujourd'hui, ce serait les États-Unis. Cette guerre, qu'elle pense gagner relativement facilement, en réalité, elle la perd dans une guerre très difficile. Le régime en finit ruiné, discrédité, et ça entraîne ce que j'appelle un mouvement de révolution nationale qui, avec un tas de conséquences, notamment économiques et financières, c'est-à-dire un effondrement monétaire, un effondrement économique. Et c'est dans ce chaos, finalement, qu'apparaît cette figure que j'appelle de l'impérialiste revanchard qui va chercher à rétablir, à faire en fait une deuxième tentative, à rétablir la puissance qui a été perdue et si possible à se hisser à nouveau au premier rang des puissances mondiales. Et c'est pour ça que je dis revanchard. Et donc va être entraîné à mener une deuxième guerre contre la thalassocratie. Et cette deuxième guerre va finalement sonner le glas des tentatives impériales de l'État qui est représenté et amener ensuite une construction purement nationale et qui en général est liée à une démocratisation, une évolution vers le parlementarisme. Donc si vous voulez, les guerres pour la France, donc après Louis XIV, c'est 40 ans plus tard, vous avez la guerre de 7 ans, qui est perdue par la France, qui à cette occasion-là est humiliée parce qu'elle perd tout son espace colonial, qui était le plus grand espace colonial de l'époque, avec l'Empire espagnol, mais c'était elle qui dominait l'Amérique du Nord et qui dominait l'Inde. Elle perd tout ça au profit de l'Angleterre. Et ensuite, vous avez le début de la Révolution et vous avez l'arrivée de Napoléon. Pour l'Allemagne, c'est la défaite dans la guerre de 14-18 qui visait à faire de l'Empire allemand en fait la première puissance au-dessus de l'Empire britannique, qui est perdue, qui entraîne le traité de Versailles, la perte de l'Empire colonial allemand et le démembrement de l'Empire allemand lui-même. Et derrière l'impérialiste revanchard, c'est Adolf Hitler, avec la guerre que tout le monde connaît. Et pour la Russie de Vladimir Poutine, donc, c'est l'établissement de ce grand empire soviétique qui est un empire panslave au lendemain de la guerre de la Seconde Guerre mondiale. 40 ans plus tard, il y a des difficultés dans des guerres extérieures, en particulier l'Afghanistan, et puis bien sûr, à échelle stratégique, la course aux armements avec l'initiative stratégique de Reagan, qui entraîne une fatigue et un effondrement du régime soviétique et un démembrement de l'URSS sur le même mode finalement que ce qu'avait subi l'Empire allemand en 1919.
et une crise économique et un chaos très important dans les années 90. Et là-dessus, Vladimir Poutine qui ressurgit et qui redresse le pays économiquement avant de vouloir le redresser stratégiquement et de le ramener finalement dans ses frontières, ou du moins ses frontières de puissance et d'influence qui étaient antérieures à 1991 face à la socratie actuelle qui est les États-Unis. Donc on a exactement le même type de trajectoire. Et donc, au sein de cette grande trajectoire, il y a un certain nombre de petites récurrences encore à échelle inférieure qui se reproduisent. Et notamment pour moi, l'Ukraine est dans le même rapport avec la Russie poutinienne qu'était la Tchécoslovaquie par rapport à l'Allemagne hitlérienne, c'est-à-dire qui était un pays qui était un petit peu composite entre deux espaces culturels, les Tchèques et les Slovaques, qui pouvaient avoir des tensions entre eux, comme aujourd'hui les Ukrainiens ukrainophones et russophones, qui sont des tensions sur lesquelles Hitler avait joué, pour arriver à constituer le protectorat de Bohême-Moravie sur l'espace tchèque, qui n'était pas un espace allemand, mais c'était dans cet espace-là qu'il y avait les Sudètes à la base, donc ça lui a permis déjà d'y mettre le pied et d'aller un petit peu au-delà de ça pour prendre tout l'espace tchèque, ce qui était stratégique parce que ça lui permettait d'avoir des frontières plus régulières, donc plus facilement défendables en Allemagne, et en plus, ça lui permettait de mettre la main sur l'industrie tchèque qui était puissante, puisque une grande partie des chars d'assaut avec lesquels la France a ensuite été envahie en 1940 étaient des chars d'assaut qui avaient été fabriqués par les usines Skoda de Prague. Donc j'ai fait ce parallèle. Bon, il y a aussi des similitudes, mais je n'entre pas dans le détail avec Napoléon. J'avais mis tout ça dans un article que j'avais écrit en 2019. Parce qu'en 2017, quand j'avais écrit mon Atlas des guerres à venir, où j'anticipais une guerre type impérialiste revanchard pour la Russie de Poutine, je n'avais pas traité le cas de l'Ukraine parce que pour moi, l'Ukraine, c'était trop gros. Je ne pensais pas qu'il l'envahirait. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, que mon modèle, contre-intuitivement, pour ce qui me concerne, me poussait effectivement à considérer donc l'Ukraine comme la Tchécoslovaquie, en particulier parce que même si c'est un pays qui est très vaste, puisqu'il est aussi vaste que la France et relativement peuplé, puisqu'il y a quand même 40 millions d'habitants, eh bien, dans son rapport démographique et géographique, il n'est pas beaucoup plus important par rapport à la Russie que ne l'était la Tchécoslovaquie par rapport à l'Allemagne. Donc, c'était pas absurde que ça se passe comme ça. Et bien sûr, alors que ce soit pour les cas napoléoniens que je dis que je reprends pas ici, ou le cas de la Tchécoslovaquie, dans les deux cas, les annexions de l'impérialisme revanchard se font toujours par encerclement progressif. Donc Hitler avait commencé d'abord par l'Anschluss de l'Autriche, ensuite ceux qui le mettaient dans une situation où il encerclait le territoire de Tchécoslovaquie, donc ensuite il avait pris la République tchèque. Et donc j'avais fait un article en 2019 complémentaire dans lequel je disais, bon, ben, vraisemblablement ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une Anschluss de la Biélorussie, qui est l'équivalent de l'Autriche par rapport à la Russie, puisque c'est vraiment le territoire qui est le plus proche ethniquement, culturellement de la Russie. Et ça mettra stratégiquement la Russie en situation d'envahir l'Ukraine, puisqu'à ce moment-là, elle l'encerclera de tous les côtés, comme pour la Tchécoslovaquie jadis. Et donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que automne 2020, effectivement, la Russie a réussi à mettre la main sur la Biélorussie à l'occasion de la réélection contestée de Loukachenko, qui jusqu'ici se déclarait neutre dans le conflit avec l'Ukraine et qui essayait de jouer l'équilibre avec l'Union européenne pour préserver son autonomie à lui. Là, vu qu'il a été désavoué complètement par l'Union européenne, qui a appuyé son opposition, il s'est précipité dans les bras de Poutine et à partir de là, il était pieds et poings liés et on voit comme il le suit aujourd'hui. Et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est devenu évident qu'il y aurait derrière l'invasion. Et effectivement, dès début 2021, on a vu commencer à être accumulé le matériel. Donc, pour moi, c'était évident que c'était en préparation d'une invasion, puisque ça obéissait exactement à la même logique que la Tchécoslovaquie, ce que j'avais détaillé dans mon article de 2019. Donc, voilà comment j'ai été amené à l'anticiper, à être sûr que ça arriverait. Je n'étais pas sûr que ça arriverait cette fois-là, puisqu'on avait déjà pu penser que ça arriverait en avril quand ils ont commencé à... Mais je sentais que c'était de plus en plus imminent, et donc j'avais dit que pour moi, ça serait fait dans l'année. Et en fait, c'est arrivé assez vite. Alors, on a entendu plusieurs observateurs qui considèrent que l'OTAN, en fait, justement, agirait comme le bras armé de l'impérialisme américain
est très responsable du conflit, soulignant que Vladimir Poutine n'avait pas d'autre choix que d'envahir le territoire ukrainien pour mettre un terme aux velléités expansionnistes de l'OTAN. Est-ce que ces arguments vous semblent pertinents? Est-ce que l'OTAN a effectivement une part de responsabilité dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Si vous voulez, le problème de ma discipline, donc l'historionomie, c'est que quand je travaille ça, j'ai tendance forcément à essayer de voir les choses avec la même neutralité qu'on a quand on observe les corps célestes. Bon, simplement, c'est plus facile de rester neutre en matière d'astronomie qu'en matière de géostratégie, naturellement, puisqu'on est impliqué dans les choses, qu'il y a des comportements moraux, et donc c'est difficile de ne pas juger ça. Donc, pour faire une réponse purement sur le plan de mes travaux, en fait, on s'aperçoit que c'est toujours un tango qui amène à la guerre entre l'impérateur revanchard et la puissance de la thalassocratie qui est dominante. Et si on regarde les griefs antérieurs à la guerre qu'il peut y avoir entre l'Allemagne hitlérienne et l'Empire britannique, ou même entre l'Angleterre et la France napoléonienne, on voit les mêmes choses. C'est-à-dire que ce qui a amené au déclenchement de la guerre en 1805, qui est le début des vraies guerres napoléoniennes, avant c'était les guerres de la Révolution, c'était un conflit sur le fait que les Anglais refusaient de retirer leurs troupes de Malte, malgré des accords qui avaient été décidés, parce qu'eux-mêmes se méfiaient des Français. Et donc, en fait, et on voit la même chose avec l'histoire de l'Allemagne hitlérienne. Hitler donnait toujours les mêmes arguments. Il disait on nous a désarmés avec le traité de Versailles en 1919, les Alliés avaient promis qu'ils désarmeraient aussi, eux ils n'ont pas désarmé, etc. C'est exactement le même narratif qu'on voit de Vladimir Poutine à propos de l'OTAN et de la promesse de ne pas avancer l'OTAN, etc. Donc c'est vraiment toujours un tango avec toujours les mêmes arguments qu'on observe toujours dans les deux cas. Bon. Donc, si vous voulez, la question après morale de savoir si c'est mérité ou pas, si un méchant ou un gentil, on peut se poser la question. Moi, j'ai tendance à penser que si vous voulez, les histoires de lutte stratégique, c'est difficile de les estimer plus légitimes d'un côté que de l'autre, de manière générale, parce que les soucis stratégiques sont les soucis stratégiques. Les soucis stratégiques de puissance américaine ne sont pas plus ou moins valables que les soucis stratégiques de puissance russe en absolu. Maintenant, les justifications et les mesures qui sont prises pour le conduire, et il faut bien voir que les arguments irrédentistes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, russes sur les populations russophones d'Ukraine, etc., sont des arguments dont tous les gens relativement sensés depuis 1945 ont compris qu'ils n'étaient pas admissibles. Parce qu'en fait, le choix, il est le suivant. On ne peut pas faire... Il y a eu cette espèce de rêve au lendemain de la Première Guerre mondiale à propos de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a été effectivement de toujours faire des États-nations qui correspondraient à peu près à une réalité ethnique pour avoir de la stabilité. Bon. Le problème, c'est qu'en pratique, il y a toujours des petites enclaves, il y a toujours des mélanges de populations sur les frontières. Et encore aujourd'hui, les Allemands pourraient arguer que l'Alsace est au moins partiellement allemande dans l'esprit. Et c'est vrai, c'est pareil partout. C'est très difficile de faire des frontières nettes. Donc, le choix, il est le suivant. Soit, et c'est la décision qu'on a prise après 1945, on met en place des normes de droit international. On avait commencé après la Première Guerre mondiale, mais c'est beaucoup plus net après 1945. Soit on met en place des normes de droit international qui visent à trancher ce genre de questions définitivement et compenser le fait qu'on n'arrivera pas à éliminer les minorités ethniques localement par des droits garantissant les droits de ces minorités. Ça, c'est le choix qui a été fait par l'ordre international depuis 1945. Soit on continue de penser qu'il faut rechercher des frontières ethniques et que l'irrédentisme est légitime, et auquel cas, ça ne peut pratiquement se résoudre que par des épurations ethniques un petit peu partout pour faire correspondre les frontières étatiques à des questions ethniques. Bon, comme on sait ce que ça donne les épurations ethniques en général, c'est une chose à laquelle on a renoncé depuis 1945. Le problème de Vladimir Poutine, c'est qu'il revient là-dessus à l'ancien schéma, si vous voulez, en se disant, puisque j'ai des russophones, j'ai le droit d'intervenir, etc. Donc voilà, si vous voulez, les deux aspects, sur l'aspect purement technique, les questions de puissance, etc., et qui relèvent de mes travaux, je ne me prononce pas, pas un gentil, un méchant, c'est une dynamique qui serait là d'ailleurs, quels que soient les jugements moraux que je peux faire dessus. Maintenant, à titre personnel, effectivement, et en tant que juriste,
Je constate historiquement l'intérêt et l'efficacité du droit international pour mettre fin justement au régulier processus d'épuration ethnique et pour les conflits de frontières simplement qui ont ensanglanté l'Europe pendant des siècles. Après, on a aussi des observateurs qui expliquent que bon, certains pays, comme les États-Unis notamment, n'ont pas toujours respecté justement ce droit international non plus. Alors oui, alors ça dépend sur quelle question. Si c'est sur la protection des minorités, il y a en grande partie les guerres qui ont été faites en ex-Yougoslavie répondaient au principe que je viens de dire. L'indépendance du Kosovo aussi, même si elle est questionnable parce que pour le coup, il s'est agi de donner un État séparé au lieu de s'intéresser d'abord à la garantie des droits des minorités, ce qu'on fait d'habitude. Donc effectivement, ça c'est une exception qui est liée à tout un tas de circonstances locales et qui peut être tout à fait critiquée. Il n'y a pas de problème. Et après, évidemment, au niveau des États-Unis, il y a les interventions comme la guerre en Irak, par exemple, qui a été présentée sous des motifs fallacieux, euh, qui sont qui est aujourd'hui, je pense, condamnée assez unanimement à l'échelle mondiale et reconnue pour ce qu'elle était, y compris par une grande partie des élites et du public américain, mais qui n'a pas donné lieu à des sanctions, effectivement, et ça c'est pour une simple question de pratique du pouvoir, c'est que c'est très difficile de sanctionner le roi. Et dans l'ordre politique mondial, c'est la place qui est tenue, en tout cas, qu'elle leur revienne ou pas, par les États-Unis depuis, c'est l'hégémon, hein, depuis 1945 et encore plus depuis 1991. Donc, effectivement, il y a eu des violations, mais bon, pour un historien des institutions françaises en particulier, comme moi, je sais que pendant des siècles, la monarchie en France a été à la fois le centre de la justice, a utilisé la justice comme moyen de construction de l'État-nation, mais également se libérer de ce qui est un vieux principe de droit romain, d'ailleurs, enfin de droit impérial romain, ce qui n'était pas le meilleur, qui est que le prince est au-dessus des lois. Pour revenir à votre modèle, si je comprends bien, donc là on a évoqué effectivement les justifications de part et d'autre par rapport à l'OTAN, à l'expansion de l'OTAN. Alors certains ont aussi parlé du problème énergétique et notamment du gazoduc Nord Stream 2 hein, qui relie la Russie à l'Allemagne par la mer Baltique. En fait, dans le cadre de votre modèle, qu'il s'agisse de l'expansion de l'OTAN ou de ce problème énergétique, ça, ce sont des causes secondaires en réalité qui n'ont pas vraiment d'impact sur l'enchaînement des événements. Alors, disons que moi, ce que je fais, ce qui est intéressant dans le fait d'avoir un modèle, et une fois qu'on a identifié la trajectoire à plusieurs reprises dans l'histoire, c'est qu'on peut comparer, on peut isoler des variables, ce qu'on fait traditionnellement en science, hein, c'est-à-dire voir quelles choses sont là à chaque fois, et s'il se passe toujours la même chose, mais qu'il y a une variable qui des fois est présente, des fois est absente, on peut l'écarter comme étant causale, hein, parce que s'il y a des fois où les choses se déroulent sans qu'elles soient là, c'est qu'elle n'était pas nécessaire et donc, on ne peut pas la désigner comme cause de l'effet qu'on voit. Bon. Alors, pour ce qui est du gaz, effectivement, pour moi, on ne peut pas la désigner comme cause des tensions actuelles, même si elle peut s'inscrire épiphénoménalement dedans, mais je veux dire, les Anglais n'essayaient pas de faire concurrence à Napoléon sur le marché du gaz en Europe au début du 19e siècle. Donc la tension ne venait pas de là, si vous voulez. En revanche, l'extension de l'OTAN, pour le coup, ça correspond tout à fait au type de problématique qu'on avait avec la volonté britannique de se maintenir dans les positions qu'elle avait pu gagner dans une guerre avant, alors que les traités lui imposaient normalement de s'en retirer. En particulier, je vous disais, l'occupation de Malte que Napoléon, dont Napoléon exigeait le retrait de l'occupation de Malte et les Anglais refusaient parce que Napoléon lui-même occupait quelque chose dont il était censé se retirer. Donc ce type-là d'occupation de terrain et si vous voulez, de controverses sur des points d'occupation de points stratégiques, ça c'est complètement cohérent avec le modèle et donc le problème de l'extension de l'OTAN s'inscrit tout à fait. Donc c'est justement ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'avec ce travail finalement théorique, on arrive à voir qu'est-ce qui n'est pas causal de ce qui arrive actuellement, ce problème du gaz, qui se surajoute mais qui n'est pas causal, et ce qui
est véritablement causal et qui explique ce dans quoi on est, c'est-à-dire un problème de sphère d'influence et de refus de reculer de part et d'autre de chaque puissance. Alors, on a certains analystes militaires comme le colonel Michel Goya, par exemple, qui expliquent que le choc opératif russe, qui était destiné manifestement à disloquer le dispositif ukrainien dès le début du conflit, a échoué. Alors, selon lui, à cause notamment de la forte résistance ukrainienne, mais aussi des problèmes de coordination ou d'approvisionnement rencontrés par l'armée russe, ainsi que du fait du sous-emploi des forces aériennes et de l'artillerie dans les premiers jours du conflit. Le conflit pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec une concentration pour l'instant des forces russes sur la conquête de gros bastions urbains. On parle de 150 000 à 200 000 hommes engagés à peu près par l'armée russe en Ukraine pour l'instant, sur un effectif global d'environ 900 000 hommes, je crois. Est-ce que la puissance de l'armée russe a été surestimée selon vous? C'est assez difficile à dire. Je suis d'accord avec ce que dit Michel Goya, que je suis effectivement, et qui estime à la base, il tablait sur 3 semaines au total de conflit. Maintenant, il dit que ça sera probablement plus long, pour les raisons que vous avez dites. Je suis d'accord avec ça. Pour la question de savoir s'il faut en tirer des leçons, il y a un autre spécialiste que je suis beaucoup, qui s'appelle Michael Kaufman, qui est un Américain, et qui explique qu'il faut faire attention de ne pas tirer les mauvaises leçons de ce conflit-là, qui est apparu dans un environnement politique très contraint, dans lequel il s'agissait effectivement de faire une opération, d'ailleurs c'est le nom que lui donnaient les Russes, de changement de régime rapide et d'occupation d'une partie du territoire. Et donc il visait à la fois à ne pas faire trop de dommages aux infrastructures et à la structure économique de l'Ukraine, puisque ensuite, si vous décidez d'en faire un état de votre sphère d'influence, ça veut dire que vous devez le gérer, vous devez le soutenir, donc ça coûte cher. Donc on évite de trop casser ce qu'on va récupérer. Et dans le même ordre d'idée, on évite de trop braquer par des violences et par un traumatisme guerrier, une population qu'ensuite on devra gérer. Ça, c'est les deux problèmes. Donc en fait, l'armée russe n'a pas donné c'est ce que Michael Kaufman résume ça par le fait il dit, j'entends beaucoup les gens dire que l'armée russe a fait une contre-performance, et il dit en fait elle n'a pas performé du tout, c'est-à-dire elle n'a pas fait du tout ce qu'on attendait qu'elle ferait, parce que notamment c'est une armée d'artillerie et qu'elle l'a très peu utilisé pour l'instant, etc. Tout un tas de choses. Je veux dire, il aurait été nécessaire de faire des très très grosses frappes d'artillerie si elle avait voulu, si l'armée russe avait voulu percer et disloquer les dispositifs de défense. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Ils ont fait beaucoup. Ils ont envoyé beaucoup de troupes à droite, à gauche, semble-t-il, pour tester le dispositif. Bon, donc et puis en plus, il y avait vraisemblablement un plan A qui, effectivement, était d'arriver en quelques jours à renverser le gouvernement en prenant Zelensky, etc. Bon, ça a échoué, donc ils sont entrés dans un plan B, effectivement militaire, qui, lui, a montré effectivement beaucoup de lacunes, peut-être parce qu'il avait été préparé un peu légèrement, parce qu'il comptait trop sur le plan A. En tout cas, effectivement, ça semble parti pour durer plus longtemps que prévu. Maintenant, 2 choses. Un, ça peut durer plus longtemps que prévu sans forcément que l'impression que les Ukrainiens peuvent vraiment tenir et peuvent éventuellement gagner cette guerre soit aussi prégnante. Par exemple, si dans 10-15 jours, l'essentiel du territoire de l'Est est occupé par les Russes et qu'il reste surtout des réduits, soit dans des maquis, soit des réduits urbains, à réduire. Ça peut être très long de réduire ces maquis, mais il sera évident que, grosso modo, l'armée russe a atteint ses objectifs. L'autre chose qu'il faut souligner, c'est que dans des documents qui ont été trouvés, je crois que c'est autour de Kherson, sur un officier russe et qui ont été capturés par les Ukrainiens et qui ont été publiés, on a vu que grâce à des listes de codes qui devaient être changées d'appellation des unités sur la base d'un calendrier, on a pu constater que initialement les Russes prévoyaient des opérations du 20 février au 6 mars. Donc ils ont commencé plus tard que prévu, le 24 au lieu du 20.
Mais ça veut dire que avant de commencer à conclure qu'ils ont échoué, il faut au moins attendre l'équivalent du 6 mars, donc ça devrait faire le 10 mars, donc dans 3 jours au soir, ou 4 jours pour être sûr, pour voir à quel point les Russes sont véritablement en retard sur le calendrier qu'ils avaient prévu pour eux-mêmes. Donc, à mon avis, il faut attendre encore quelques jours pour vérifier ça, même si on observe effectivement un ralentissement assez important depuis quelques jours, mais qui est concomitant à l'encerclement en cours de la capitale et d'un certain nombre d'autres objectifs stratégiques. Donc, c'est difficile de se prononcer tout simplement aujourd'hui. Alors, il y a aussi la question de la force nucléaire, hein. La Russie a placé ses forces nucléaires en état d'alerte. Le président Poutine et son ministre des Affaires étrangères ont brandi la menace nucléaire de façon plus ou moins voilée à plusieurs reprises. Alors, est-ce qu'on doit prendre ces menaces au sérieux? Quelle est la doctrine de la Russie en matière de l'emploi de la force nucléaire? Et peut-être un mot aussi sur la tactique des impérialistes revanchards, puisque je crois que vous avez défini finalement une tactique assez similaire qui peuvent en tout cas, se répéter dans l'histoire. Oui, alors sur les armes nucléaires, déjà la menace de Vladimir Poutine n'est venue qu'après, ça il faut quand même le souligner, qu'après que, alors je ne sais plus si quelqu'un d'autre en a parlé en Occident, mais c'était le lendemain du jour où Jean-Yves Le Drian, donc ministre des Affaires étrangères français, a dit dans un grand média en France qu'il ne fallait pas que M. Poutine oublie que l'OTAN était une alliance nucléaire. Et jusque-là, en fait, personne n'avait parlé de nucléaire encore dans cette crise. Donc, en grande partie, si vous voulez, ça a été la réponse de Vladimir Poutine à ce rappel de Jean-Yves Le Drian. Néanmoins, c'est quand même menaçant. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une guerre nucléaire, d'une guerre conventionnelle qui est offensive, et qu'il s'agit, et que c'est pas et qu'en l'occurrence, là, c'est l'agresseur qui rappelle à celui qui tient finalement un discours habituel de dissuasion défensive, qui est le discours de Le Drian, qui, attention, si vous attaquez trop, on a une arme nucléaire. Et quelque part, Vladimir Poutine lui prend le contre-pied de ça, de ce qui est le discours habituel stratégique des grandes puissances durant tout le XXe siècle, et depuis, qui est de dire, oui, mais si vous défendez trop, moi aussi j'ai des armes nucléaires. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'appelle la dissuasion nucléaire offensive. C'est le fait de couvrir son offensive conventionnelle par une arme nucléaire, en expliquant à l'autre que s'il y a une escalade qui est trop importante, lui aussi, il est capable d'utiliser l'arme nucléaire. Si vous défendez avec votre arme nucléaire, moi, j'utiliserai les miennes pour continuer à attaquer. Donc, en fait, c'est un retour, la conséquence de ça, c'est un retour à la guerre conventionnelle pour moi, sur tous les espaces qui ne sont pas directement protégés par la force nucléaire, c'est-à-dire territoire français, territoire russe et tout l'espace qui est entre les deux, qui n'est que sous parapluie nucléaire, disons franco-américain dans le cadre de l'OTAN, mais je pense que dans le cadre du nouvel ordre justement de la guerre, les gens ne sont vraiment prêts à tirer des missiles nucléaires que pour défendre leurs intérêts vitaux immédiats et pas pour défendre notre pays. Donc voilà ce que je pense. Et ça constitue une rupture. Et effectivement, ça c'est assez typique des impérialistes revanchards qui ont tendance à jeter un petit peu aux orties les conventions qui sont là avant eux, militairement, à renverser la table. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils réussissent un certain nombre d'opérations qui donnent l'impression d'être assez fulgurantes et faciles au plan stratégique on va dire dans la première moitié de leur mouvement, justement parce qu'à chaque fois, ils surprennent les puissances installées en agissant contre les règles, finalement. Donc forcément, les autres sont désarmés et sont systématiquement surpris par ce genre de manœuvre. On a aussi parlé de l'existence du bataillon Azov qui a été intégré à la garde nationale ukrainienne en 2014 et dont plusieurs membres arborent des symboles et des emblèmes nazis. On a parlé aussi de la présence de milices d'extrême droite structurées en partis politiques comme Corps National, Svoboda ou Secteur Droit. Mmh. On a aussi parlé des hommages et des marches à la mémoire de Stepan Bandera, qui est un ancien dirigeant
de l'organisation des nationalistes ukrainiens qui a collaboré avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la lutte contre l'URSS. Il a été arrêté d'abord, hein, parce que la première chose qu'a fait Stepan Bandera, ça a été de proclamer, quand les nazis sont arrivés, ou quand il les a vus arriver, parce qu'ils n'étaient pas encore sur le territoire, c'est de proclamer une république ukrainienne indépendante, et aussitôt que les nazis sont arrivés, ils l'ont arrêté, parce qu'ils n'en voulaient pas justement de république indépendante. Donc mais je vous laisse finir votre question, excusez-moi, mais c'est quelque chose que j'entends beaucoup, et donc c'est un petit peu plus subtil. Voilà. D'accord, du coup, vous allez pouvoir nous l'expliquer effectivement. Et alors, quels sont aussi le poids et l'influence de ces milices d'extrême droite dans la politique ukrainienne aujourd'hui, les liens qu'elles entretiennent avec le pouvoir? Est-ce que les Occidentaux ne se sont pas trop facilement accommodés de ces milices aux sympathies néo-nazies? Alors, on s'en est effectivement accommodé. Alors, il y a plusieurs choses à voir. La première chose à voir, c'est que être néo-nazi en Ukraine, c'est pas exactement la même chose qu'être néo-nazi en France ou en Allemagne, dans la mesure où c'est très, très spécifique historiquement ce qui s'est passé en Ukraine. C'est un pays qui avait recouvré son indépendance brièvement au moment de la révolution bolchevique, qui a tenté de la conserver, mais qui l'a perdue, parce que les bolcheviks ont gagné contre les nationalistes ukrainiens en 1921, donc qui a été intégré à l'URSS, et dont ensuite la population a subi les famines et les réquisitions sous Staline, qu'on qualifie ou pas de génocide en fonction, mais enfin qui a eu les conséquences effectives de faire entre 2,5 et 5 millions de morts, puisque c'était un effet cumulé des réquisitions par lesquelles Staline récupérait le blé, qui pouvaient être des réquisitions totales, hein, c'est-à-dire il prenait toutes les récoltes, pour essentiellement pour vendre le blé et pour avoir des devises étrangères et pour financer l'industrialisation du pays. C'est un peu comme le grand bond en avant de Mao plus tard. À chaque fois, ça a donné des grosses famines. Donc, ça a affamé les Ukrainiens, ça a fait tous ces morts et ça les a rendus vigoureusement anti-bolcheviques. Et donc, effectivement, quand les Allemands sont arrivés en 1941, une grande partie d'entre eux ont voulu collaborer avec les Allemands qui voyaient comme des libérateurs. Ils disaient qu'ils ne peuvent pas être pires que les bolcheviks. Bon, ensuite, ils ont vu ce que ça donnait avec les Allemands. Mais si vous voulez, ça s'est maintenu. C'est ça qui les a mis dans ce mouvement, on va dire. Donc, c'est pas du nazisme militant de fasciste à la base. C'est véritablement une réaction à une mécanique. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu différent. Alors ensuite, bien sûr, ils ont effectivement des éléments idéologiques qui sont proches de ceux des nationaux-socialistes, même si semble-t-il que sur l'antisémitisme, ça s'est mis beaucoup en veilleuse, en particulier dans un pays dont le président est juif, hein, Volodymyr Zelensky est juif aujourd'hui, ce qui en grande partie quand même suffit à mesurer l'importance de l'appareil nazi dans les forces ukrainiennes. Et puis ensuite, il y a le fait que lors de la crise du Maïdan en 2014, il y a eu effectivement une situation insurrectionnelle dans une bonne partie des provinces russophones qui avaient voté majoritairement pour le président renversé dans l'espace russophone donc de l'Ukraine. Et aussitôt, si vous voulez, la Russie a armé et soutenu les bandes séparatistes dans le Donbass. Ce qui était quand même une action de puissance étrangère contre un État qui était effectivement en crise. Mais je veux dire, si vous regardez ce qui est arrivé aux russophones dans l'Ouest, autour d'Odessa notamment, l'épuration ethnique qu'ils ont toujours dit craindre dans le Donbass n'a jamais eu lieu. Les gens sont restés là. Ils ont mal vécu un certain nombre de choses, notamment les législations concernant la langue, etc., et les tentatives de dérussification. Ça a été brutal et court parce que c'est une période où, effectivement, ça a été difficile à vivre. Mais il n'y a pas eu de déportation, il n'y a pas eu ce genre de choses, c'est ça que je veux dire. Alors qu'en revanche, dans l'Est, donc, on a donné les clés, et forcément, les milices qui se sont constituées dans l'Est, c'était des gens armés par des Russes, une bonne partie étaient plus ou moins des mafieux, et l'Ukraine de son côté, qui essayait de reprendre son territoire comme le ferait n'importe quel État souverain sur lequel un indépendantisme est suscité par un agent étranger, était dans une situation militaire assez déplorable. Et donc forcément, ils ont engagé les gens qui voulaient bien aller se battre et ils ont incorporé les milices qui existaient, effectivement. Alors on peut s'en plaindre, on peut trouver ça déplorable, effectivement.
tout ceci est l'affaire des circonstances de ce pays. Donc effectivement, c'est un fait, effectivement, c'est critiquable. Le fait est aussi, vraisemblablement, que si la Russie n'avait pas tout fait pour entretenir cette guerre dans le Donbass jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de conquérir le pays, ce qui est de fait ce qui a été fait, hein, parce qu'il y a les accords de Minsk de Vladimir Poutine. En réalité, les accords de Minsk, Vladimir Poutine s'en est servi comme pis-aller en attendant d'obtenir la situation stratégique que je disais plus tôt, c'est-à-dire un encerclement relatif de l'Ukraine pour pouvoir l'envahir comme il le fait aujourd'hui. Donc, s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu le reste non plus. Donc, c'est difficile d'entrer dans des considérations morales très, très poussées là-dessus. Effectivement, il y a des choses qui sont critiquables, mais on ne peut pas dire que le pouvoir ukrainien soit nazi. C'est pas admissible. En France, on voit que le président russe est considéré par certains comme une sorte de champion, notamment face au déclin de l'Occident et à l'insuffisance de ces élites. Comment est-ce que vous expliquez cette aura dont peut bénéficier Vladimir Poutine auprès d'une part de l'opinion française? En fait, déjà en France, il y a une double tradition pro-russe. La tradition de l'extrême droite, qui date de l'époque de la restauration monarchique et de la Sainte Alliance, hein, où l'Empire russe était vu, l'Empire des Tsars, comme un protecteur de la monarchie traditionnelle en Europe. Et ça ne s'est pas démenti jusqu'à la Révolution, où l'extrême droite a beaucoup sympathisé avec les Russes blancs, qui étaient exilés. Donc ça, c'est le pro-russisme de droite. Il y a eu un pro-russisme de gauche aussi, qui était celui des communistes, qui était inféodé à Moscou assez largement. Et donc ces deux pro-russismes d'extrême droite et extrême gauche ont tendance à se rejoindre aujourd'hui. D'autant plus que s'ajoute à ça le fait que contextuellement, Vladimir Poutine, effectivement, s'est présenté en tout cas comme hostile à la propagande LGBT dans les écoles, etc. Tout un tas de choses qui peuvent heurter des gens à l'Ouest et qui les a séduits. Mais je pense que le ressort principal de la sympathie que peuvent éprouver un grand nombre de personnes vis-à-vis de Vladimir Poutine, c'est l'anti-américanisme. Et le fait que finalement, Poutine soit vu comme le challenger, celui qui vient titiller, voire humilier l'Empire. Et donc, pour des gens qui sont effectivement assez anticonformistes et hostiles à l'ordre établi de la mondialisation, etc., eh bien, forcément, ça fait un champion tout désigné. On notera que ça avait été mis en veilleuse du temps de l'élection de Donald Trump, où qui avaient finalement réconcilié l'Amérique avec cette partie-là de la population, qui avait trouvé un champion quelque part quand même à la fois plus proche d'eux culturellement, parce que bon, la Russie, ça s'éloigne un peu déjà, et puis voilà, une autre personnalité. Je pense que ça avait été une défaite stratégique de ce point de vue-là pour Poutine, l'élection de Trump, parce qu'il n'était plus le chouchou de ces populations-là en Europe, et il l'est redevenu depuis que Trump est parti, puisque avec Biden, on a vu revenir le système américain que ces gens détestent, parfois à raison. Et voilà l'effet. Et là aussi, encore une fois, ça retombe dans les trajectoires habituelles des impérialistes revanchards qui peuvent toujours compter, pour des raisons idéologiques, sur la sympathie d'au moins une partie des populations chez leurs voisins. Hein, que ce soit Napoléon qui bénéficiait de l'aura de la Révolution ou Hitler qui bénéficiait un peu de l'aura justement de la contre-révolution, quelque part. Alors, vous parliez du président américain Joe Biden, qui a expliqué qu'il n'enverrait pas de soldats américains sur le sol ukrainien, mais qui a pris des sanctions destinées à porter un coup à l'économie russe. Quel regard est-ce que vous portez sur l'attitude du président Biden depuis le début du conflit? Quelles sont les marges de manœuvre dont il dispose? Sachant d'ailleurs que l'un de ses fils, Hunter Biden, avait été soupçonné de conflit d'intérêts à la suite de sa nomination en 2014 au conseil d'administration de Burisma, qui est une société gazière ukrainienne, alors que son père, à l'époque, était vice-président des États-Unis sous la présidence de Barack Obama. Alors, je pense effectivement qu'il y a eu des histoires de corruption pas très claires d'une partie des élites américaines à l'occasion de l'intervention en Ukraine. Ça
J'ai envie de dire, c'est traditionnel, hein, ça se reconnaît, ça existait déjà à l'époque de la Rome antique, à laquelle je compare beaucoup l'Amérique, hein, puisque les élites sénatoriales profitaient énormément de la puissance romaine à l'international pour s'enrichir personnellement. Donc ça, c'est pas surprenant, mais je ne pense pas que ça ait un rôle sur la gestion de la crise qui est beaucoup plus aux mains de l'État, ce qu'on appelle l'État profond américain, c'est-à-dire les agences de renseignement, de sécurité et puis un certain nombre de fondamentaux dans la perception de la Russie comme adversaire qui touche l'ensemble de la population à travers notamment les appareils des partis démocrates et républicains. Donc, je ne pense pas que ce genre d'événement ait eu une importance là-dessus. En revanche, sur la stratégie de Joe Biden, elle a été assez habile dans les circonstances, puisque dans un premier temps, parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que les Américains ne veulent pas faire la guerre en Europe. Ils ont plus envie, ils en ont marre, et ça leur coûte très cher à chaque fois, et puis ils sentent de plus en plus urgemment qu'ils doivent s'occuper de la Chine. Donc ils voudraient ne pas avoir à trop s'en occuper directement en Europe. Donc c'est mal tombé pour eux. Alors qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Ils ont choisi d'abord de jouer la clameur publique, puisqu'en fait ils ont envoyé rapidement le chef de la CIA à Moscou. On comprend aujourd'hui que c'est parce qu'en fait ils étaient très renseignés. Quand vous regardez, vous refaites le, le track record de ce qu'ont raconté les Américains, ils avaient tout vu de ce que les Russes allaient faire. Tout était anticipé, tout. Donc ils étaient le renseignement américain était extrêmement puissant sur cette histoire-là. Donc vraisemblablement, ils ont envoyé le patron de la CIA dire à Poutine, bon, on sait ce que vous allez faire, dans quel ordre vous allez faire, voilà ce que vous allez faire. Donc ne le faites pas, hein, parce qu'on le sait, donc on va le dire avant, et donc vous aurez l'air un peu méchant. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, c'est ensuite, parce qu'ils ont continué, donc Poutine a continué, donc ils ont fait tout le cirque médiatique un peu qu'on a vu, hein, en criant mais attention, il va le faire. Bon, beaucoup de gens ne les ont tout simplement pas cru en pensant que c'est eux qui cherchaient à attiser les tensions, tout ça. Ils espéraient que ça pourrait dissuader les Russes, ce qui était mal connaître la mentalité russe, parce qu'en fait, il y a une partie, hein, comme chez Staline, de je fais les choses en sachant que je mens et toi tu sais que je sais je sais que tu sais que je mens, mais je le fais quand même et ça fait partie de l'affirmation de mon pouvoir justement. Mais je continue à mentir aussi parce que voilà, c'est une méthode psychologique un peu particulière qui vient des soviétiques. Et donc ils l'ont fait quand même. Et à partir de là, les Américains se sont pas mal retirés en fin de compte, ce qui est assez habile parce que l'essentiel de la justification des Russes pour toute cette action, c'est à cause de l'OTAN, on lutte contre l'Empire américain, etc. Et en fait, les Américains se sont mis pas mal en retrait. Ils continuent d'agir, bien sûr, mais sur le plan médiatique, ils ont surtout laissé agir les Européens entre eux pour couper l'herbe sous le pied justement de Vladimir Poutine de ce point de vue-là et qu'on a l'impression que c'est une crise européenne et finalement que c'est pas après l'OTAN que Poutine en veut, c'est après l'Union européenne, ce qui a permis de ressouder comme ça les Européens, qui a permis de stimuler un peu les Allemands dans leur budget militaire, ce à quoi finalement les Américains peuvent avoir l'impression d'obtenir une victoire stratégique, puisque ça fait 30 ans qu'ils demandent aux Allemands de continuer à payer pour leur défense et que les Allemands ne le faisaient pas. Donc sur l'attitude, alors je ne sais pas dans quelle mesure ça vient de Biden lui-même, hein, je pense que c'est plutôt les renseignements et peut-être Blinken qui ont vu ça comme ça. Mais pour le coup, c'est une méthode de gestion assez habile, notamment parce que c'est une méthode qui refuse l'escalade, tout simplement. Hein. Si les Américains ne veulent pas envoyer de troupes en Ukraine, c'est parce qu'ils ne veulent pas d'une escalade qui peut être nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Donc, ils jouent cette carte-là. Après, à voir si ça sera, si à long terme, ça peut être viable comme stratégie. Alors, vous parliez de l'Union européenne aussi. Alors, certains, effectivement, se sont félicités des mesures qui ont été prises par l'UE, que ce soit les sanctions économiques ou les livraisons d'armes à l'Ukraine. D'autres, au contraire, ont estimé que l'Union européenne jouait un jeu dangereux et favorisait l'escalade et la montée des tensions. Quel regard vous portez justement sur les mesures qui ont été prises et quels sont les principaux enjeux du conflit en Ukraine pour l'Union européenne? L'Union européenne, elle est un peu dans la même situation que les États-Unis, c'est-à-dire qu'elle veut que les Ukrainiens ne perdent pas cette guerre, mais elle ne veut pas se battre avec les Ukrainiens. Donc, tout ce qu'elle peut faire, c'est fournir du matériel aux Ukrainiens et mener la campagne médiatique pour essayer d'affaiblir la Russie de Vladimir Poutine. Très honnêtement, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre, mais je ne pense pas que ça marchera. Parce que ce qui caractérise généralement l'impérialiste revanchard,
cette trajectoire que je décris, c'est que, comme c'est une série de guerres, hein, je l'ai expliqué au début, et que celle de l'impérialiste revanchard, c'est la troisième guerre, et que la deuxième guerre était traumatique pour son pays, c'est que les puissances alliées, elles, autour de la thalassocratie, elles sont affectées par ce que j'appelle le syndrome du vainqueur. C'est-à-dire que quand la nouvelle guerre se présente avec l'impérialiste revanchard, elles pensent qu'elles vont réussir à la gagner en faisant la même chose que pour la précédente, tout simplement. Ils n'apprennent pas de leurs erreurs, ils sont acquis dans leur victoire. Contrairement à l'entourage de l'impérialiste revanchard qui, lui, a tendance, comme ils ont perdu la première fois, à se remettre totalement en question et à tout repenser finalement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'audace et d'innovation de ce côté-là. Et donc, ce que font les Européens avec les Américains aujourd'hui, c'est en fait redéployer la stratégie face à l'URSS dans les années 80 pour la faire tomber. C'est-à-dire sanctions économiques et des embargos technologiques et essayer de lui créer un nouvel Afghanistan en Ukraine. Le truc, c'est que quand les Anglais ont essayé de rejouer la guerre de 7 ans contre Napoléon, ça a donné Austerlitz. Et quand les Franco-Anglais ont tenté de rejouer la Première Guerre mondiale contre Hitler, ça a donné Dunkerque. Donc je ne suis pas sûr que cette fois-ci, ça marchera mieux. Et on a plusieurs candidats aussi à l'élection présidentielle comme Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon qui plaident pour que la France sorte du commandement militaire intégré de l'OTAN et privilégie une politique internationale non alignée pour incarner une forme de troisième voie. Depuis l'éclatement du conflit en Ukraine, on a certains militaires qui ont été également critiques envers l'OTAN, notamment le général Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, qui a expliqué que l'OTAN était une menace et qui a souligné que les Européens avaient tort de continuer à lui confier leur sécurité et devaient arrêter de compter sur les États-Unis pour les défendre, du fait d'intérêts de plus en plus divergents. Alors, vous en parliez tout à l'heure, effectivement, l'Allemagne a d'ailleurs annoncé qu'elle allait débloquer une enveloppe de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée. Quelle est, selon vous, l'attitude la plus pertinente à adopter vis-à-vis de l'OTAN pour la France et pour les pays de l'Union européenne qui en font partie? Quels sont les avantages et les inconvénients à faire partie de l'OTAN? Alors, si vous voulez, la question de l'appartenance à l'OTAN, effectivement, j'ai fait une grande vidéo là-dessus, enfin une vidéo longue, dans laquelle j'explique. Moi, j'ai pas de position a priori sur l'idée, ça dépend de ce qu'on veut. Je notais surtout que beaucoup de gens qui, comme ça, veulent le retrait de l'OTAN, le font en disant que c'est pour recouvrer notre souveraineté, parce qu'on serait plus souverain en dehors de l'OTAN que dedans. Le problème étant qu'en fait, ce n'est pas aussi simple, parce que pour avoir une souveraineté, il faut notamment avoir des outils d'armement propres, avec donc des structures, des appareils propres, hein, comme le Rafale, comme le Charles Leclerc, etc. Donc il faut avoir une industrie d'armement, et soit ça coûte très cher parce qu'on est obligé de développer ça en autonomie, soit on arrive à le rentabiliser un peu en vendant à l'étranger, et pour ça, il faut être capable de montrer que ça marche, donc il faut être capable d'intervenir régulièrement militairement à l'extérieur, sans que ce soit des actes d'impérialisme comme ce que fait Vladimir Poutine. Donc le seul moyen possible, c'est de s'intégrer dans une structure générale de police, qui est ce qu'on a fait en fait avec l'OTAN. Il y a tout un tas d'opérations où on est allé à droite à gauche, souvent sous mandat de l'ONU, qui servent à tester notamment des matériels. Sans être condamné par la communauté internationale, et qui permettent donc ensuite de prouver la valeur des matériels, d'entraîner ces hommes, donc ça permet de maintenir les standards d'efficacité de son armée, et ça permet de rentabiliser les matériels et d'apprendre et d'être à la page. Et tout ça, l'OTAN permet de le multiplier. C'est-à-dire, si on était tout seul, on aurait beaucoup moins d'occasions, ce serait beaucoup plus compliqué de faire les mêmes choses. D'ailleurs, vraisemblablement, un grand nombre de difficultés rencontrées par l'armée russe aujourd'hui en Ukraine viennent du fait qu'elle a eu beau s'entraîner sur son propre sol depuis 30 ans. Quand on ne le fait pas à l'extérieur et dans les conditions réelles, on ne le fait pas. Hein. Elle a fait des petites choses à droite à gauche, hein, en Syrie, etc. Mais c'était différent. Il n'y avait pas de gros déploiements au sol comme ça en Syrie, par exemple. Donc, quand on n'a pas l'expérience, on n'a pas l'expérience. Et donc, ça se voit au moment où on essaie de le faire à grande échelle, ça ne marche pas. Donc c'est dans ce cadre-là, si vous voulez, l'appartenance à l'OTAN est importante, en plus pour des tas de raisons politiques diverses et variées. Donc c'est pas une question simple, ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend où on met les curseurs, c'est pas une question facile, c'est une question ouverte selon moi. Maintenant, discuter du retrait de l'OTAN aujourd'hui, en pleine crise internationale,
alors que la France est à la tête de l'Union européenne pour 6 mois, ça me paraît être un calcul absolument délirant et désastreux pour l'image de la France. Si ce qu'on veut, c'est maintenir l'image du pays, si on était sorti de l'OTAN dans 6 mois encore, ça aurait pu être valide. Si on sortait de l'OTAN quand toute cette crise sera terminée, pourquoi pas. En parler maintenant, au moment où il y a cet élan de solidarité, etc., si on veut se prendre des colibés sur les Français qui se rendent pendant encore 80 ans, c'est la meilleure chose à faire. Pour moi, il n'y a pas de... C'est assez hallucinant. Peut-être un mot aussi sur la Chine qui n'a pas apporté un soutien direct à la Russie, mais qui a annoncé qu'elle ne participerait pas aux sanctions économiques et qu'elle maintiendrait ses échanges commerciaux avec la Russie. Le ministre des Affaires étrangères chinois a déclaré que l'amitié entre Pékin et Moscou était solide comme un roc. On sait que la société russe Gazprom a aussi annoncé avoir signé un gros contrat avec la Chine en vue de construire un gazoduc permettant de livrer à terme des milliards de mètres cubes de gaz naturel à la Chine via la Mongolie. Alors, quel regard vous portez sur les liens entre la Chine et la Russie? Est-ce que les sanctions prises par les Occidentaux poussent la Russie dans les bras de la Chine, comme on peut l'entendre parfois? Alors, moi, je pense qu'en réalité, le soutien actuel de la Chine à la Russie est aussi total qu'il peut l'être dans ces circonstances. J'entends beaucoup de gens dire il y a un détachement de la Russie. Non, vous venez de le dire. Ils disent que leur amitié est solide comme un roc. Ils font le gros contrat gazier avec Gazprom. Ils ne s'associent pas comment ça s'appelle, aux sanctions économiques. Au Conseil de sécurité de l'ONU, ils se sont abstenus. Alors les gens disent que ce n'est pas un soutien. Ils n'allaient pas utiliser leur droit de veto pour soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors qu'en plus, ils avaient jusqu'ici des bons rapports avec l'Ukraine. Mais le simple fait de s'abstenir compte comme un soutien, parce que du coup, ils ont laissé les Russes mettre leur veto sans donner l'impression de soutenir autre chose. Donc, si vous voulez, il faut pas. S'il y avait des gens qui attendaient que, je sais pas, que la Chine déverserait des milliards d'euros sur la Russie pour l'aider dans sa guerre, c'est délirant. Effectivement, que la Chine, à aucun moment, ne fera ça. Elle ne va pas non plus payer pour la guerre des Russes. C'est pas ça le truc de la Chine. Par contre, elle ne s'en désolidarise absolument pas. Elle la soutient. D'ailleurs, il y a d'autres pays qui continuent à le soutenir, y compris ennemis de la Chine comme l'Inde. Et voilà. Donc moi, je ne vois pas de détachement de la Chine par rapport à la Russie. Effectivement, en revanche, oui, les sanctions vont probablement pousser encore plus à l'intégration sinon russe que ce qui était avant, mais qui de toute façon était déjà très engagé, parce que l'énorme contrat gazier qui vient d'être signé, et il n'a vraisemblablement pas été signé d'un claquement de doigts juste entre le début de l'invasion et le moment où ça a été annoncé. Ça faisait longtemps que c'était en négociation, c'est tombé que c'est annoncé maintenant, ce qui permet justement à la Chine, encore une fois, d'envoyer un signal indirect de soutien à la Russie, qu'elle avait par ailleurs soutenu avant le début de l'invasion diplomatiquement dans ses exigences par rapport au retrait de l'OTAN. Donc, on replie des forces de l'OTAN en Europe de l'Est. Donc, moi, je ne vois absolument aucun retrait du soutien chinois à la Russie dans les circonstances actuelles. Et est-ce que justement l'invasion en Ukraine pourrait éventuellement inciter la Chine communiste à profiter de la situation dans les mois qui viennent pour peut-être tenter de faire main basse sur des territoires comme Taïwan ou le Cachemire, ou voire à contrario, au cas où la Russie s'enliserait en Ukraine, peut-être tenter quelque chose en Sibérie orientale? Alors, Sibérie orientale, non, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à aller le prendre directement, puisqu'ils ont des contrats de fourniture, donc dans l'immédiat, je vois pas l'intérêt. Ils ne sont pas empêchés d'y envoyer leurs nationaux, y travailler, s'y implanter et presque coloniser d'ailleurs cet espace russe. Donc c'est pas ça, je ne le vois pas même en cas de difficulté russe. Je pense même que si les Russes commençaient à entrer en difficulté, là on pourrait peut-être commencer à avoir un soutien accru de la Chine, par crainte de se retrouver isolé sur la scène internationale si jamais la Russie tombait. Parce que si la Russie tombe, la Chine n'a de fait plus d'alliés de taille dans le monde. Elle se retrouverait uniquement coincée entre l'Inde et les États-Unis, avec que des pays hostiles sur ses marges. Donc pour le coup, ça serait un désastre stratégique pour la Chine que la Russie s'effondre. Donc on n'est pas encore là pour l'instant, elle n'a pas besoin d'apporter un gros soutien. Si la Russie faiblissait beaucoup, je pense que la Chine essaierait de la soutenir un peu, ne serait-ce que pour l'empêcher de s'effondrer. Maintenant, sur
la saisie d'une éventuelle opportunité pour agir sur ces marges. Alors, je pense qu'elle le fera si elle en voit une, mais pour ça, il faudra arriver à un stade où les Américains seraient obligés de s'engager plus fortement et véritablement sur le continent européen. Là, elle se dirait, bon, le gendarme est absent, je peux tenter quelque chose chez un de mes voisins, mais tant que les Américains ne seront pas directement impliqués véritablement en Europe et qu'elle n'aura pas l'impression que ça c'est une diversion suffisamment solide, je pense que la Chine ne bougera pas, quoi. Surtout, elle est dans l'expectative parce que si la Russie s'enlise et qu'elle commence à avoir des difficultés, elle devra prioritairement éviter que la Russie s'effondre plutôt qu'elle-même agir sur ses marges. Ce sera plus important stratégiquement. Si la Russie remporte un succès et qu'elle arrive à enliser au contraire les Américains en Europe, là, la Chine interviendra, je pense. Et alors, quels sont pour vous les différents scénarios possibles ou probables dans les semaines ou les mois qui viennent en Europe notamment, ou même dans le monde en matière de conflits périphériques? Comment vous voyez les choses évoluer à la lumière de l'historionomie? Ben alors, reste à savoir, ce que je dis toujours, c'est que l'historionomie, moi, ça me permet de faire deux types de précisions. Les précisions que j'appellerais certaines, parce que ça, j'en suis vraiment sûr, et les prévisions probabilistes. Les prévisions certaines, c'est l'issue de la confrontation géostratégique qui s'annonce. Confrontation géostratégique entre les États-Unis et leurs alliés d'un côté, la Russie et la Chine et les leurs de l'autre. Cette confrontation, elle sera remportée par les États-Unis et leurs alliés. Parce que sur le poids économique, sur les capacités d'intégration et même probablement sur les motivations de conflit, au fond, ils sont en meilleure position, comme l'est toujours le camp thalassocratique, que l'impérialiste revanchard et son allié, la puissance montante. Puisque je fais aussi un parallèle entre le Japon et la Chine, par exemple. Le Japon de 1940. Donc de ça en sortira un autre monde dans lequel la Chine et la Russie seront vraisemblablement démembrées, un peu comme sur le mode de l'URSS, perdront une partie de leur territoire, essentiellement la partie qui, on va dire, correspondant la moins à leur population ethnique, c'est-à-dire pour les Russes, ils perdraient plutôt l'Est, la Sibérie, tout l'espace vraiment asiatique, pour se replier sur la Russie européenne, alors que la Chine, elle perdrait probablement le Tibet, le Xinjiang, pour se replier sur son espace Han. Et ça ouvrira un espace en Asie centrale qui est de population turcophone. Ça ouvrira un espace, je pense, pour l'impérialisme turc, qui a déjà beaucoup de liens avec ces populations-là. Donc ça, c'est le monde de demain que je vois et je suis à peu près sûr qu'on va vers là. J'en suis certain. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on prend comme chemin pour aller vers là? Il y a l'hypothèse que je privilégie parce que je la crois la plus probable, qui est de l'éclatement d'une guerre à grande échelle, y compris sur le territoire européen, conventionnellement, entre la Russie et l'OTAN, sans guerre nucléaire, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, mais qui durera quelques années, et au terme duquel on arrivera à cet effondrement, puisqu'il y aurait aussi un front qui serait ouvert du côté de la Chine dès qu'elle interviendrait, comme je l'ai dit, une fois qu'elle verrait les premiers succès russes en Europe. Maintenant, si Vladimir Poutine échoue en Europe, ce que ce soit en Ukraine, qui s'enlise trop longtemps, ou que ce soit lorsqu'il attaque les pays baltes, ensuite qu'il soit bloqué. Dans les deux cas, si vous voulez, s'il s'enlise et qu'il se met dans une position difficile, ça renvoie au scénario où la Chine est un petit peu obligée de le soutenir pour pas qu'il s'effondre tout seul, et au bout de quelques années, les deux États finiront par succomber à des tensions internes à cause de problèmes économiques, etc. Et à ce moment-là, ça nous ramènera également sur la même conclusion qui est l'effondrement des deux pays et le démembrement. Donc la question, c'est celle du chemin qui sera pris. Dans l'hypothèse dans l'hypothèse, on va dire, soft, douce, où la Russie est assez rapidement bloquée et où donc tout ça forme une espèce de nouvelle guerre froide, je pense qu'il n'y aura pas tellement de conflits périphériques. C'est-à-dire que le gendarme américain pourra continuer à tenir le reste du monde et à éviter que ça pète partout. Si en revanche, on est dans le scénario où il y a une vraie guerre en Europe, où les Américains sont vraiment impliqués, là, je pense qu'il y aura effectivement l'éclatement de tout un tas de conflits périphériques pour tenter d'emporter la décision, que ce soit au Maghreb entre le Maroc et l'Algérie, au Moyen-Orient entre l'Iran et puis le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., tous ces pays-là, et probablement aussi une implication locale de la Turquie. Et du côté chinois, avec l'Inde, probablement avec le Vietnam, et probablement quelque chose en Corée aussi. Voilà, ça c'est le scénario vraiment le plus dur. Et en Asie, pour le coup, avec des pays comme l'Inde, le Pakistan, je ne peux pas totalement exclure le fait que là, il y ait des échanges de type nucléaire.
Et vous parlez des pays baltes. Pour vous, il est plausible que finalement Vladimir Poutine décide de porter son effort vers les pays baltes une fois une fois le conflit en Ukraine terminé? Ben, je pense parce qu'en fait, tous les griefs par rapport à l'OTAN et le danger que représente l'OTAN pour la Russie, qu'il a mentionné à propos de l'Ukraine, sont équivalents dans les pays baltes. Ils le sont déjà. Donc, à partir du moment où il aura envahi l'Ukraine, s'il l'envahit victorieusement et que dans quelques semaines, grosso modo, on voit qu'il a remporté la victoire, qui n'est pas intégralement forcément une victoire militaire. Il y a peut-être un moment où, après avoir perdu, je ne sais pas, Kharkiv, Mariupol, être encerclé dans Kiev, etc., il y a peut-être un moment où les Ukrainiens vont craquer et trouver une solution de négocier avec Poutine qui sera à son avantage. Hein. Avec l'Est qui deviendrait une sorte de protectorat, tout ça, c'est envisageable. La seule solution n'est pas le fait de gagner intégralement militairement sur absolument toutes les questions en conquérant les villes avec de la guérilla urbaine et tout. C'est pas nécessaire. Donc c'est plausible une victoire russe dans le mois qui vient, et auquel cas, après, voyant la vitesse à laquelle il a obtenu son résultat et son succès, je pense que naturellement, il sera amené d'abord à essayer de négocier à nouveau le retrait de l'OTAN en disant, voyez ce que j'ai fait en Ukraine, je suis déterminé. Maintenant, est-ce que ça y est, vous allez reculer ou pas? Et s'il ne le fait pas, et je pense que l'OTAN ne le fera pas, parce que l'intérêt prioritaire des Américains, c'est de maintenir leur système d'alliance, que ce soit en Asie ou en Europe. Et s'il commence à lâcher les pays baltes en Europe, il se dit qu'il va être lâché en Asie et qu'il se retrouvera tout seul contre la Chine. Donc il ne peut pas, l'Empire américain. Donc à ce moment-là, on ira à la confrontation. Et peut-être pour conclure, un mot sur la situation intérieure en France dans les mois qui viennent, justement, en cas de poursuite ou d'extension du conflit en Ukraine à d'autres pays. On sait on a déjà eu plusieurs mouvements de contestation d'ampleur ces dernières années. Comment est-ce que les choses peuvent se passer, puisque les sanctions aussi qui ont été prises à l'encontre de la Russie vont avoir un impact aussi sur les pays qui les ont prises? Alors moi, je pense qu'il va y avoir des troubles sociaux importants en France et possiblement une crise de régime avec peut-être un effondrement de la Ve République. C'est quelque chose dont je suis persuadé depuis un moment, depuis avant même le début de la crise ukrainienne, parce que la France a ceci de particulier en Europe d'être le seul pays dont le régime ne répond pas justement aux standards démocratiques européens. On a un régime qui structurellement est beaucoup plus proche de celui de Vladimir Poutine justement que de celui de nos voisins. Ce qui ne veut pas dire Macron égale Poutine, c'est parce que je suis en train de dire que la structure constitutionnelle du régime est plus proche de la Russie que de nos voisins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation véritable entre le chef de l'État et du gouvernement. De fait, c'est le chef de l'État qui commande, le chef du gouvernement obéit. Il n'y a pas de véritablement responsabilité du gouvernement devant la représentation nationale, puisque en fait, il n'y a jamais de motion de censure qui fait tomber un gouvernement sous la Ve République. En revanche, c'est le président de la République qui décide de faire des remaniements systématiquement. Il n'y a pas véritablement de séparation des pouvoirs. Alors que tout ceci, on le trouve chez nos voisins, si vous voulez. Donc, et on le trouve, et surtout, c'est pas seulement qu'on le trouve chez nos voisins, c'est qu'on le trouvait chez nous jusqu'en 1958, hein, sous la Troisième et sous la Quatrième République. Depuis, c'est plus le cas. Donc, je pense qu'on est un régime structurellement autoritaire vieillissant, et les régimes structurellement autoritaires vieillissants, ça se termine en révolution. Et donc, on a eu des prémices déjà. Il y a eu les bonnets rouges en 2015-2016. Ensuite, on a eu en 2018, on a eu les gilets jaunes. Puis, on a eu les mouvements anti-pass sanitaires. On a des crises qui sont de plus en plus longues et de plus en plus rapprochées. Et tout ça, selon moi, indique un basculement qui, effectivement, pour nous, pourrait en plus se passer pendant que l'Europe est en guerre, ce qui serait pas du plus haut comique, mais très intéressant au plan pour les historiens. Du coup, on risque de se retrouver dans une situation un peu similaire à celle qui a été celle de l'Espagne pendant le second conflit mondial. C'est-à-dire que du fait des problèmes qu'elle avait eu juste avant, en interne, avant la guerre, elle s'est retrouvée hors jeu pendant la guerre. On pourrait se retrouver en sorte de puissance neutre, genre s'il y a une grosse victoire contre des forces de l'OTAN en Europe de l'Est de la Russie, eh bien, il est tout à fait possible qu'à ce moment-là, pour le coup, on sorte de l'OTAN en disant, bon, ben maintenant, nous, on est neutre, on laisse tomber et qu'on laisse les autres gérer ça entre eux, comme a fait l'Espagne de Franco, finalement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup pour votre éclairage, Philippe Fabry. Avec plaisir.